Oui, bonjour. Bonjour à tous. Excusez le retard. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la francisation des immigrants au Québec. Donc, je vais vous entretenir des objectifs que nous avons concernant la francisation, vous dire quelques mots sur les services d'apprentissage que nous donnons aux immigrants, comment nous concevons l'intégration sociale et la francisation, vous expliquer une gamme variée de cours qui sont donnés aux immigrants et passer un peu de temps aussi sur le nouveau cours que nous avons sur le web, alors la francisation en ligne, et finalement vous faire un court bilan des dernières années en francisation avec les immigrants. Voilà. Donc, nos objectifs en faisant de la francisation avec les immigrants, c'est de s'assurer qu'il y a une présence de personnes qui connaissent le français, qui sont plus importantes dans le flux migratoire. Et nous souhaitons accroître la connaissance du français chez les immigrants non francophones. Vous savez, la majorité d'entre vous, que le français est la langue officielle du Québec. En 1990, le gouvernement du Québec avait 4 objectifs pour développer la politique d'immigration. C'était le redressement démographique du Québec, sa prospérité économique, la pérennité de son caractère français et son ouverture sur le monde. Et nous croyons que la connaissance du français permet évidemment une intégration culturelle qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus harmonieuse au sein de la société québécoise. Donc, nous avons investi des efforts très importants au niveau des politiques de francisation. L'immigration n'est pas la seule réponse aux défis de francisation, mais elle fait partie des solutions et elle constitue un élément important même de la solution. Vous avez un tableau qui vous explique... En vert, vous avez le nombre d'immigrants parlant français dans le mouvement migratoire à destination du Québec. Dans la première catégorie, qui est l'immigration économique, vous avez un fort pourcentage de personnes parlant le français, puisque le Québec est autonome dans la sélection de ces immigrants. C'est nous qui décidons qui nous voulons comme immigrants. Nous avons une grille de sélection avec des critères très précis qui nous permet d'aller chercher des gens qui parlent le français. Dans la seconde catégorie d'immigration, regroupement familial et les réfugiés et les personnes en situation semblable, le nombre de parlants français est plus faible puisque le critère linguistique n'est pas un critère qui est retenu pour sélectionner ces personnes. Par contre, on observe que le mouvement familial découle de l'immigration économique, puisque ce sont les immigrants installés au Québec qui font venir les membres de leur famille. Donc, les gens qui sont installés parlant plus français, le volume de personnes dans le mouvement familial parlant français est aussi en augmentation. Et dans le cas des réfugiés, le gouvernement canadien détermine qui est réfugié. Mais une fois que la personne est déterminée réfugiée, son lieu de résidence au Canada est fonction de sa langue. Alors, si la personne a plus d'habilité au français, cette personne sera destinée au Québec plus que dans une province anglophone. Donc, nous avons 60% des arrivants qui connaissent le français. Ce sont les statistiques que nous avons de 2008. Et nous avons évidemment mis des programmes à la disposition de ces personnes pour accroître leur maîtrise du français si c'est nécessaire. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Bon, nous avons 60% des immigrants qui parlent le français, mais il y en a 40% qui ne connaissent pas la langue française. De ce 40%, un tiers sont des enfants d'âge scolaire et 2 tiers sont des adultes. Donc, nous avons pensé des moyens d'intervention variés à l'étranger et au Québec pour augmenter la francisation vis-à-vis ce 40% des migrants. À l'étranger.
Donc, avant que les immigrants arrivent au Canada, avant qu'ils s'installent au Québec, nous travaillons avec un réseau très étendu de partenaires un peu partout dans le monde, qui sont des fournisseurs de services de francisation pour les candidats qui se destinent au Québec ou pour les candidats qui ont déjà été sélectionnés par le Québec. Nous travaillons avec nous avons 72 ententes avec des partenaires dans le monde, mais principalement avec les Alliances françaises et les instituts français à l'étranger. Donc, dans ces alliances et ces instituts, les personnes qui se destinent à l'immigration peuvent suivre des cours de français, mais ce sont des cours de français qui sont adaptés à la société québécoise. Donc, nous remettons à ces partenaires un fonds documentaire sur le Québec et nous donnons chaque année 32 bourses aux professeurs ou aux coordonnateurs des partenaires pour qu'ils viennent au Québec faire un stage en langue, culture et société québécoise. Ainsi, quand ils donneront des cours dans leur pays, en français sur le Québec, ils auront une meilleure connaissance de notre société. Nous avons jusqu'à maintenant référé 4100 personnes chez ces partenaires. À l'étranger aussi, les personnes qui désirent immigrer au Québec ont accès sur le web à des services qui sont constitués pour leur permettre d'acquérir plus d'informations et de connaissances en français. Nous avons un cours en ligne qui est disponible depuis 1 an. C'est un cours de français de niveau intermédiaire et il est prévu pour les candidats qui sont déjà sélectionnés par l'immigration. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la présentation. C'est un outil extrêmement moderne et performant que nous avons développé avec Bell Media, qui est la grande compagnie de télécommunications au Canada. Et nous avons aussi sur le web des banques d'exercices en ligne, donc environ 1200 exercices de français qui sont pour des étudiants débutants, intermédiaires ou avancés. Et depuis 2006, nous avons 250 000 personnes qui ont visité ce site et 80 000 utilisateurs qui ont fait des exercices sur le web à partir de cette banque d'exercices. Bon, ce que je viens de vous expliquer, ce sont des services ou des cours qui sont donnés, qui sont accessibles de l'étranger. Maintenant, au Québec, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui arrivent comme immigrants et qui ne parlent pas le français ou qui parlent le français mais qui veulent l'améliorer? Donc, nous avons des cours à temps complet, des cours à temps partiel, des cours spécialisés de niveau avancé. Et pour donner ces cours, nous avons un réseau de partenaires dans l'ensemble du Québec, que sont les cégeps. Les cégeps, c'est l'équivalent des lycées chez nous. Les commissions scolaires qui donnent l'enseignement au niveau secondaire, les entreprises, les universités et des organismes communautaires. Donc, à travers ce réseau d'institutions, les immigrants acquièrent leur formation en français. Il y a quelques années, nous avions des écoles spécialisées pour l'enseignement du français aux immigrants et nous avons abandonné cette formule parce que ça créait vraiment des ghettos d'immigrants. Ils étaient tous ensemble, ils ne communiquaient pas avec le reste de la société civile. Donc, on a réalisé que c'était peut-être une chose insatisfaisante de les réunir dans des endroits clos où ce n'était que des immigrants qui apprenaient le français ensemble. On a préféré organiser des cours dans notre système d'éducation nationale. Ainsi, les immigrants se sentent plus part entière de la société. Et quand ils ont terminé leur cours de français, à l'occasion, certains d'entre eux vont poursuivre des études dans ces mêmes institutions, mais dans d'autres domaines, dans d'autres matières ou à des cours de français plus avancés. Nous avons 3 objectifs dans la formation du français que nous faisons au Québec envers les immigrants. Nous voulons d'abord leur permettre aux étudiants, aux immigrants adultes,
de communiquer oralement et par écrit dans des situations de vie quotidienne. C'est important, ces trois objectifs, parce qu'ils expliquent le genre d'outils pédagogiques que nous avons développés par la suite. Le deuxième objectif est de permettre aux immigrants d'agir adéquatement grâce à une interprétation juste des valeurs communes, des codes sociaux et culturels, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a derrière les mots que les personnes utilisent. Et le troisième objectif, c'est de permettre aux immigrants qui s'installent au Québec de pouvoir se trouver un emploi, de pouvoir se chercher un emploi et rapidement de pouvoir intégrer la vie, avoir une vie professionnelle et pouvoir gagner leur vie. Donc, pour ce faire, nous avons privilégié une approche communicative. L'approche communicative que certains d'entre vous connaissent s'oppose à l'ancienne approche qui était plus une approche grammaire, traduction. Et maintenant, on se concentre plus sur l'élève que sur la langue même. Donc, cette approche communicative, elle est axée sur la communication et son premier objectif est de permettre de développer des aptitudes à communiquer efficacement dans une communauté linguistique francophone. Et cette approche-là permet aussi à l'enseignant de tolérer des erreurs phonologiques et syntaxiques si elles ne nuisent pas à la communication. Donc, nous avons une gamme variée de cours que je vais vous résumer en quelques mots. C'est un peu complexe, mais nous avons d'abord des cours réguliers à temps complet, ce qu'on appelle le programme général. Ce programme général, il est destiné aux personnes immigrantes qui sont scolarisées. Donc, ce sont des sessions, des sessions d'une durée de 11 semaines, en raison de 30 heures par semaine. Et il y a 3 cours qui sont offerts selon les compétences langagières. Donc, il y a des stades débutants et intermédiaires. Et l'ensemble du programme général a une durée potentielle de 990 heures. Nous avons aussi des cours à temps partiel pour les personnes immigrantes scolarisées. Elles peuvent suivre entre 4 et 12 heures de cours par semaine et ces cours-là sont disponibles le jour, le soir et les fins de semaine. Nous avons aussi un programme qu'on appelle le programme adapté qui est destiné plus aux immigrants qui sont peu scolarisés ou analphabètes. Ce cours, qui est un cours régulier à temps complet, est plus long en termes d'heures. Vous verrez, il y a une durée totale de 1100 heures. Il se déroule sur 11 semaines aussi, en raison de 25 heures par semaine. Et c'est 4 cours qui sont offerts selon les mêmes compétences langagières, c'est-à-dire du débutant à intermédiaire. Et durant l'année 2008-2009, le ministère de l'Immigration au Québec a rejoint dans ses cours réguliers à temps complet et ses cours à temps partiel près de 10 000 personnes. En plus de ces cours à temps complet et ces cours à temps partiel, nous avons des cours spécialisés à temps complet et à temps partiel, ainsi que des cours sur les lieux de travail, c'est-à-dire des cours de français en entreprise. Les cours spécialisés à temps complet, ce sont des cours qui existent pour le français oral et le français écrit et qui sont en général d'une durée de 150 heures. Et il y a 3 formules aussi pour le français oral et 3 formules différentes pour le français écrit. Ce sont des cours qui sont donnés pour permettre aux gens qui veulent compléter leur formation en français, soit à l'écrit, soit à l'oral, de ne pas s'inscrire nécessairement dans les 2 formules que je vous ai expliquées tout à l'heure, qui sont très longues, mais de suivre des formations plus courtes, mais qui leur permettent d'avancer plus vite au niveau de leur français écrit ou leur français oral. Les cours spécialisés, on a développé depuis, je dirais, 2 ans, des cours spécialisés à temps partiel qui visent les gens qui se destinent à des examens pour les corporations professionnelles. Par exemple, nous recevons des immigrants qui sont infirmières de profession, qui doivent passer l'examen de français pour accéder à la corporation des infirmières.
Et on a réalisé, c'est la même chose pour les ingénieurs ou les autres corporations professionnelles. Et nous avons réalisé que ces personnes, souvent, avaient appris le français dans leur pays d'origine ou avaient suivi la formation de base, mais n'avaient pas tout le vocabulaire français nécessaire pour exercer leur profession et enfin passer surtout un examen dans une corporation professionnelle pour se qualifier. Donc, ce constat nous a amené à développer des cours spécialisés pour ces personnes. Donc, on a plusieurs types de cours pour des besoins particuliers à temps partiel. Et puis, finalement, nous avons des cours en entreprise. Il y a quelques années, nous avions investi beaucoup à ce niveau-là. Ensuite, nous avons arrêté de donner ces cours en entreprise parce que c'était très coûteux. Mais le gouvernement du Québec est revenu il y a 2 ans à cette politique de former les gens sur leur lieu de travail parce qu'il y a une quantité importante de travailleurs immigrés qui sont, surtout dans les entreprises manufacturières, qui n'ont jamais l'occasion de quitter leur emploi pour aller suivre des formations. Et le seul moyen pour eux d'apprendre un peu le français, c'est de le faire sur leur lieu de travail. Donc, on a réinvesti des efforts et des budgets pour ces personnes. En 2008-2009, on a formé 600 travailleurs dans leur lieu d'entreprise. Donc, la démarche, la francisation en ligne, maintenant, j'aimerais vous parler de ce que nous faisons avec ce nouveau cours que nous avons développé sur Internet. Alors, c'est un cours qui combine 3 modalités d'apprentissage. C'est des activités. Sur Internet, on peut accéder à des activités variées en auto-formation. On peut faire des travaux écrits et oraux qui sont corrigés à distance par un tuteur. Et on peut aussi agir, être en interaction orale en temps réel dans une classe virtuelle. Alors, c'est une démarche qui est très structurée, qui est séquentielle, en progression, où on rencontre avec progression des difficultés langagières et où on peut gérer les préalables. Donc, il y a 3 modalités d'apprentissage. Il y a l'auto-formation, c'est-à-dire que l'étudiant peut, à son rythme, faire des exercices de grammaire, de phonétique, de français parlé au Québec. Il a aussi accès à des exercices de lecture, d'écoute, des jeux et des dictées. Le deuxième module, c'est le travaux corrigés par le tuteur. Donc, l'étudiant doit envoyer régulièrement à son tuteur des travaux de production orale et de production écrite pour une correction. Et finalement, il y a des classes virtuelles qui sont animées par un tuteur qui permettent à l'étudiant de communiquer oralement avec d'autres étudiants en temps réel. Ça, c'est très utile pour des gens qui habitent partout sur la planète parce qu'ils peuvent accéder très rapidement à une classe virtuelle qui semble efficace. Donc, le cours comprend 4 blocs, comme vous le voyez sur l'écran. Il y a d'abord un test de classement en ligne. Donc, l'étudiant doit d'abord commencer par faire évaluer son niveau. On doit déterminer s'il est apte à suivre le cours, s'il n'a pas un niveau de français trop faible ou un niveau trop avancé. Ensuite, il procède dans 4 modules thématiques. Donc, le cours comprend 4 blocs d'apprentissage. Chacun de ces blocs a 4 modules thématiques. Et chaque module est composé d'une introduction, de 6 activités d'apprentissage et d'une classe virtuelle. Et l'étudiant doit respecter l'ordre des activités suivies. Il doit suivre la progression des cours. Par exemple, vous avez un exemple au tableau. Le bloc d'apprentissage 1 se divise en 4 thèmes: le logement, l'éducation, l'emploi, le tourisme et les loisirs. Et chacun de ces thèmes permet une mise en situation pouvant s'avérer des plus utiles pour les futurs immigrants. Dans ce cours, l'objectif principal du gouvernement, c'est une formation qui a coûté très cher au gouvernement du Québec, mais on souhaitait, par cette formation, faire apprendre le français, bien sûr, aux immigrants, mais aussi véhiculer des contenus socioculturels qui sont propres au Québec, qui sont propres à notre société, pour permettre aux étudiants de mieux connaître sa société d'accueil et de mieux connaître nos valeurs et nos codes culturels.
Par exemple, le Québec est une société libre, démocratique, le Québec est une société laïque. En fait, on explique à travers ces cours aussi ce qu'on est comme société et les valeurs communes qu'on souhaite que les immigrants partagent avec nous. Donc, le cours favorise une approche par compétences, alors compréhension orale et écrite, interaction orale et écrite, production orale et écrite. Et nous avons accès par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle le Learning Management System. On a accès à des outils par ce système, des outils de communication qui sont des forums, des clavardages, des courriels, des zones d'échange des travaux et aussi des outils de référence, des glossaires de mots, par exemple, qui ont été utilisés pendant les cours. Des dictionnaires en ligne, des fiches grammaticales et des banques d'exercices complémentaires. Moi, je recommande aux gens parmi vous qui êtes intéressés par cette formule éventuellement de vous rendre au Québec pour aller voir véritablement comment ça fonctionne parce que c'est assez impressionnant, je pense, cet outil que le gouvernement du Québec s'est donné pour franciser les immigrants. C'est beaucoup plus intéressant de le voir visuellement que d'en entendre parler dans une présentation plus théorique. Donc, le bilan de la francisation au Québec est très intéressant. Enfin, il nous satisfait en grande partie puisque en 2008-2009, avec l'ensemble des services donnés au Québec, j'exclus les services en ligne et les services par le biais de nos partenaires à l'étranger, nous a permis de rejoindre 20 808 étudiants individuellement. Nous recevons chaque année entre 45 et 50 000 immigrants. Donc, on sait que 40 d'entre eux, enfin les 2/3 de 40 d'entre eux sont des adultes qui ne parlent pas le français. Donc, en rejoignant par nos cours 20 800, on rejoint à peu près le pourcentage de gens que nous recevons et qui ne parlent pas le français, dont on a la mission de franciser. Donc, notre objectif comme gouvernement en francisation, c'est de franciser plus tôt. Donc, franciser plus tôt, la francisation en ligne nous permet d'atteindre cet objectif-là. Et le fait d'avoir un réseau de partenaires à l'étranger aussi, ça nous permet de préparer mieux les gens à leur arrivée au Québec en français. Franciser plus, on souhaite accroître nos clientèles rejointes et je pense que franciser en entreprise, ça permet de rejoindre plus de gens. Et nous organisons aussi des campagnes de promotion ciblées pour la francisation. Et finalement, franciser mieux, c'est-à-dire permettre de donner des cours de français de niveau plus avancé à des gens qui ont besoin de cette formation-là parce qu'ils sont plus éduqués ou qui travaillent dans des métiers qui exigent un vocabulaire spécifique en français. Et finalement, donner des formations qui sont liées à des domaines professionnels, comme je vous le disais. Donc, je vous ai exposé un large panorama de formations multiples pour répondre à différents besoins. Mais je pense que si on garde comme objectif que notre but premier au gouvernement du Québec, c'est de permettre aux immigrants qui arrivent chez nous de travailler, parce que travailler, c'est la chose la plus importante pour un être humain pour faire vivre sa famille et s'adapter à la société québécoise et pouvoir interagir avec les gens de notre société, c'est-à-dire parler le français dans sa vie quotidienne. C'est l'objectif que le ministère de l'Immigration s'est donné. Alors, c'est ce que je voulais vous exposer aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de votre attention. あまり準備する時間もなかったんですけれども、いくつか質問をさせていただきたいと思います。Je vous remercie de votre communication très intéressante. J'ai été impressionnée par ce qui se passe au Québec, au Canada. Et j'ai donc, à partir de votre communication, j'aimerais bien vous poser 3 questions en ce qui concerne l'enseignement des langues aux immigrants
à mon avis, il faudra bien distinguer deux domaines, dont l'un, l'enseignement des langues pour les adultes, et l'autre domaine, c'est l'enseignement des langues pour les enfants, au cours de scolarité, par exemple. Et votre exposé, c'était plutôt pour les adultes, n'est-ce pas? Et donc, la première question, vous avez parlé de la grille de sélection. Il y a déjà d'autres diapos. La grille de sélection pour les immigrés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu sur cette grille de sélection et dans laquelle se trouve, quelle place occupe la place de la langue? D'accord. Oui, la grille de sélection, c'est une grille c'est des points. Hein. Quand vous êtes accepté comme immigrant au Canada ou comme au Québec, c'est le même système. Vous devez passer une grille de points. Les critères qui sont examinés dans cette grille-là, c'est votre scolarité, votre expérience professionnelle, vos qualités personnelles, votre degré d'adaptabilité, vos connaissances linguistiques, français et anglais. Évidemment, on donne 15 points au français, 2 points en anglais. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a quand même le nombre de points. C'est sur 100, c'est une grille sur 100. Le nombre de points donnés au français est beaucoup plus important que pour l'anglais, mais on considère que la connaissance de l'anglais est importante aussi. Mais comme on est une société francophone, on privilégie le français. Par contre, la langue n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si vous faites le total des points et vous ne parlez pas le français, vous pouvez quand même être accepté comme immigrant. Donc, c'est un élément, je dirais, important de la grille de sélection, mais ce n'est pas un élément éliminatoire. D'accord, merci beaucoup. Et donc, ce que nous avons vu dans votre diapositive, le 4e diapositive, la plupart des immigrants économiques qui ont été accueillis dans votre pays, parmi eux, il y a 70% qui parlent déjà, qui maîtrisent la langue française, mais il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas. Pour ces gens-là, vous utilisez ce système à distance, par le réseau électronique, n'est-ce pas? C'est ça. Les gens ont le choix. Si vous avez, je peux prendre le cas de Chinois, par exemple. Si vous habitez Hong Kong, vous êtes accepté à l'immigration pour le Québec. Vous ne parlez pas français. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez aller à l'Alliance française à Hong Kong et prendre votre cours de français avant votre arrivée au Canada. Vous pouvez aussi faire des exercices en ligne dans les banques d'exercices. Et vous pouvez, si vous êtes accepté, parce que pour avoir accès à la formation que je vous ai expliquée un peu plus élaborée, le cours en ligne, il faut être accepté comme immigrant. Si vous n'êtes pas accepté, vous n'avez pas accès au cours. Mais si vous êtes accepté comme immigrant et vous parlez pas si vous ne parlez pas du tout le français, vous ne pouvez pas avoir accès à ce cours parce que je vous ai expliqué que le cours en ligne, c'est un cours pour des gens qui ont déjà un niveau intermédiaire en français. Donc, ce n'est pas un cours, en tout cas pas pour l'instant, ce n'est pas encore un cours pour débutants. Donc, la personne qui ne parle pas du tout, elle peut aller à l'Alliance française ou chez nos partenaires qui donnent des cours de français. Et sinon, elle prendra ses cours à l'arrivée au Québec, dans les classes de français destinées aux débutants. Donc, vous avez dit que la langue n'est pas éliminatoire pour être sélectionné comme immigrant au Québec, mais ces gens-là, donc parmi les gens qui sont sélectionnés, il y en a quand même quelques pourcentages de gens qui ne maîtrisent pas la langue française. Ces gens-là, il faut qu'il y ait quelques compétences professionnelles autres que bien sûr la langue et autre chose. Par exemple. Tout à fait, parce que l'immigration est basée sur nos besoins en main-d'œuvre. Donc, on a des pénuries d'emplois dans des domaines particuliers. Je peux prendre le génie électrique. On a eu à une époque beaucoup de demandes dans le domaine du génie, donc des ingénieurs en métallurgie, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs informatiques. Et on a recruté beaucoup à cette époque-là en Europe de l'Est, donc Roumanie.
Hongrie et Russie. Et plusieurs de ces personnes-là, on a eu des gens très compétents, diplômés de grandes universités de leur pays, qui parlaient l'anglais souvent, mais leur connaissance du français était inadéquate. Donc, ces gens-là peuvent suivre les cours à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer もうちょっと次のその下じゃない9番目の、スライドお願いします。あ、これです。はい。Alors, j'aimerais bien vous poser une question à propos de ce diapositive. Et vous avez parlé de plusieurs systèmes où les immigrés peuvent apprendre la langue française, mais vous avez bien précisé que vous vouliez éviter de les mettre dans une classe entre eux-mêmes, c'est-à-dire que vous vouliez les mettre plutôt dans le système éducatif national, n'est-ce pas, pour éviter qu'ils fassent une ghetto. C'est ça. Oui, mais je comprends bien pour les enfants, mais pour les adultes, comment vous pouvez faire pour qu'ils comment on pourrait leur donner l'éducation de la langue française quand on ne les regroupe pas C'est-à-dire ils sont regroupés à l'intérieur de l'université ou à l'intérieur du cégep ou de l'institution. Ils sont regroupés dans des classes. Ils ne sont pas mêlés aux autres étudiants. Mais le fait d'aller dans un lieu comme une université normale, ils se sentent plus normaux. Ils se sentent comme même si souvent ils sont adultes et dans les universités, les gens sont plus jeunes, malgré qu'au Canada, il y a beaucoup d'adultes qui vont dans les universités parce qu'ils font la formation continue. Donc, pour eux, c'est un signal aussi d'accueil, de les amener dans nos institutions normales. Et on est très satisfait des résultats parce que les immigrants nous disent qu'ils apprécient et on voit que ça leur donne le goût de s'éduquer, de continuer à aller dans les maisons d'éducation pour soit s'éduquer dans des matières autres ou poursuivre leur connaissance en français parce que ils connaissent déjà le milieu d'éducation, ils se sentent à l'aise. Et en plus, ils peuvent bénéficier du théâtre, de la piscine, des installations, si vous voulez, et je pense que on est assez satisfait des résultats. Merci beaucoup. Mais je trouve ça formidable parce que je ne sais pas comment ça se passe au Japon actuellement. Moi, moi, je vais traduire moi-même après. Bon, je vais parler en français. Bon, j'ai une expérience donner des cours aux enfants d'immigrés au Japon, mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes pour les enfants dans le système scolaire éducatif au Japon, mais j'ai constaté que quand j'ai rencontré leurs parents, il y a aussi un grand problème, c'est que parmi eux, il y en a certains qui sont au Japon depuis plus de 10 ans, même 15 ans, mais ils ne maîtrisent pas du tout la langue japonaise parce qu'ils ont pu vivre sans avoir un vrai contact avec la langue japonaise. Et au Japon, j'aimerais bien vous poser une question à propos de cela. Qui enseigne ces immigrés la langue française dans ces systèmes-là? Parce qu'au Japon, on dépend beaucoup des bénévoles dans les quartiers. Il n'y a pas assez de système éducatif pour les adultes, aussi bien que pour les enfants, mais surtout pour les adultes. Ce sont surtout les bénévoles des quartiers qui donnent des cours. C'est ça. Mais au Québec, en fait, vous avez des professeurs gradués qui sont des professeurs spécialisés en enseignement de la langue française, qui ont des diplômes en enseignement de langue française dans les cégeps, commissions scolaires, entreprises, universités. Dans les organismes communautaires, il y a souvent des bénévoles. Mais il y a des exigences quand même de formation qui sont demandées où on envoie les bénévoles se former avant de donner les cours. Mais c'est jamais laissé
c'est pas le bénévole qui décide de choisir une méthode d'enseignement. Il y a une méthode d'enseignement qui est imposée et que le bénévole doit apprendre s'il veut communiquer avec les immigrants. Donc, c'est bien encadré au niveau pédagogique. Donc, ma dernière question sera, vous n'avez pas du tout abordé, bon, j'ai d'autres questions, mais vous n'avez pas abordé l'éducation des enfants. Je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui. Heureusement, je n'ai pas abordé la question des enfants parce que l'éducation, la francisation des enfants dépend du ministère de l'Éducation au Québec. Ce que vous avez vu, les adultes, ça relève du ministère de l'Immigration. Et ce sont deux ministères différents. Et les enfants des migrants sont, ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, mais en fait, ils sont accueillis dans des classes d'accueil pour les préparer à rejoindre des classes normales. Et les premières étapes de francisation des enfants se font dans ces classes d'accueil. Je ne pourrais pas vous parler des méthodes pédagogiques, etc. Je ne les connais pas. Mais je sais qu'une fois les classes d'accueil terminées, qui peuvent durer un an et demi, les enfants rejoignent les classes normales. Donc ça, c'est le moyen d'accéder à la classe normale. Mais les méthodes pédagogiques, etc., si ça vous intéresse, je peux vous trouver l'information par contre. Merci beaucoup. Je pensais que c'était la dernière question, mais juste une autre question. La dernière cette fois-ci, vraiment la dernière. Est-ce qu'il y a... le Canada, c'est un pays bilingue, n'est-ce pas? Officiellement bilingue, le Québec et l'autre partie. Est-ce que dans le Canada anglophone, le système d'accueil d'immigration, du point de vue linguistique, est-ce que ce serait le même? C'est aussi une bonne question. Je ne m'aventurerai pas à vous répondre parce que je ne le connais pas suffisamment. Ils ont, eux aussi, dans les provinces anglophones, un système d'apprentissage de l'anglais. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthode. Malheureusement, je n'ai pas cette réponse. Je suis désolée. Le grand principe, c'est oui, parce que le Canada, comme les provinces canadiennes anglophones, comme le Québec, sélectionnent aussi des gens qui connaissent l'anglais avant d'arriver. Ils essayent de plus en plus parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des bouchons de chômage quand les gens arrivent dans nos pays. Donc, pour éviter ces longues périodes de chômage, on veut s'assurer que les gens puissent parler notre langue parce que souvent, les immigrants ont de plus en plus les compétences pour travailler, mais la langue est un obstacle et on veut raccourcir cette période-là entre leur arrivée et l'intégration au marché du travail. Donc, pour les anglophones, ils ont la même préoccupation que nous. Mais je ne connais pas leur méthode pédagogique d'apprentissage et l'organisation non plus des cours d'anglais. Merci beaucoup.